Hier, l'INSEE a publié son bilan démographique et le constat est sans appel. Depuis le 1er janvier 2026, le solde naturel de la France est passé en négatif. Il y a eu l'année dernière 6000 décès de plus que de naissances. Une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui vient agiter les peurs du déclin démographique. Alors, quelles sont les conséquences économiques d'un tel déclin? Pourquoi le sujet de la démographie est-il si politique? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Pauline Rossi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure d'économie à l'école polytechnique et vous faites paraître aux presses universitaires de France l'ouvrage intitulé Le déclin démographique, une urgence économique, point d'interrogation. Et je suis accompagné comme chaque mercredi de Julien Bisson. Bonsoir Julien. Bonsoir Quentin. Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux de votre présence à Question du soir ce soir. Deux chiffres, Pauline Rossi, pour commencer. 645 000 naissances contre 651 000 décès pour l'an dernier. Et pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je le disais, le solde naturel de la France est passé en négatif. Et dans le même temps, le bilan démographique de l'INSEE montre que la population française continue d'augmenter. Il faut nous expliquer ce paradoxe apparent. D'un côté, un solde négatif, de l'autre, une population française qui augmente. Comment l'explique-t-on ? La différence entre les deux, c'est le solde migratoire, donc le nombre d'entrées sur le territoire moins le nombre de sorties. Et en fait, tant que le solde migratoire est positif et plus grand que le solde naturel qui est devenu négatif, on peut avoir une population qui croît grâce à l'immigration. Malgré tout, ce solde négatif, la différence entre les deux chiffres que je viens de donner, est-ce que cela représente pour la démographe que vous êtes un tournant historique pour la France ? C'est quand même une rupture dans l'histoire de France, en tout cas dans l'histoire récente, comme vous l'avez dit. Depuis 1945, on n'avait pas eu de solde naturel négatif. Après, c'est une rupture annoncée, dans le sens où, quand on regarde les courbes des décès et les courbes des naissances, on voyait qu'elles allaient se croiser. Donc, il y avait un peu une question de savoir si c'était cette année ou l'année prochaine. Mais disons que c'est pas une grosse surprise. Pas une surprise pour la démographe que vous êtes, Julien Bisson. Est-ce que ça veut dire pour autant que le fait que ce solde naturel soit devenu négatif cette année, il n'y a pas d'accélération dans les années récentes? Il y a eu des évolutions marquées depuis 2020, depuis les années Covid? Depuis 2020, non, la pente elle est relativement stable. Il y a une accélération de la baisse à partir de 2020 et puis une autre accélération qui était plutôt dans les années 2010. Donc on a eu un mini baby boom dans les années 2000-2010 et à partir de 2010 à nouveau une baisse et une baisse qui s'est accélérée à partir de 2020. Et pour qu'on comprenne bien, ce qui est en cause, c'est plutôt l'augmentation des décès ou c'est la baisse des naissances? C'est les deux. À qui la faute alors? Les deux, mon capitaine. Il y a une augmentation des décès qui est due principalement au fait que la génération importante des baby-boomers arrive à des âges de forte mortalité. Donc c'est une augmentation, disons, mécanique. Et puis il y a une baisse de la natalité qui s'est accélérée avec la baisse de l'indice synthétique de fécondité qui est maintenant autour de 1,56 pour cette année, alors qu'il était au point haut dans ce mini baby-boom dont je parlais, autour de 2. Alors, si les courbes sont claires, est-ce que ça veut dire qu'on peut déjà faire des projections pour les années, voire les décennies à venir? Oui, tout à fait. C'est l'avantage de la démographie, c'est que les tendances, elles sont tracées à court terme. C'est à la fois un avantage pour prévoir, c'est un inconvénient dans le sens où il peut y avoir un sentiment d'inéluctabilité. Mais pour la prévision, ce solde négatif, il va rester négatif pendant les prochaines années, voire décennies. Ça, on peut déjà le dire aujourd'hui. On peut prévoir les choses, Pauline Rossi, en matière de démographie, vous venez de le dire, et dans le même temps, on a le sentiment que la démographie est soit absente des débats publics dans les années 80, 90, 2000, on parlait très peu de démographie en France, soit c'est un sujet qui est constamment instrumentalisé sur le plan politique. Le déclin civilisationnel de la France serait le fruit de cette démographie qui s'abîme. Comment est-ce que vous expliquez, d'une manière générale, que la démographie soit un sujet si politique ? Effectivement, si on remonte aux années 1960, par exemple, à ce moment-là, on s'intéressait à l'explosion démographique. C'était ça le thème du débat, c'était de se dire une population humaine qui prend 1 milliard d'habitants tous les 12 ans, comment est-ce qu'on va gérer en termes de ressources naturelles, etc.
Aujourd'hui, on est plutôt sur le déclin démographique. Ce discours autour du déclin démographique, en fait, il n'est pas nouveau. Il date même des années 1870 ou du début du XXe siècle. En fait, il y a plusieurs moments dans l'histoire de France comme ça où le solde naturel était très proche de zéro. Et c'est des moments qui coïncident avec une montée des nationalismes. Donc 1870, c'est la défaite face à l'Allemagne. Les années 20, c'est la défaite, enfin c'est l'entre-deux-guerres, quoi, un peu le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Et en fait, dans ces moments-là, la question de la démographie revient sur la table et on a tendance à blâmer la démographie pour un peu tous les maux de la société. Donc, c'est pas corrélé à des problèmes objectifs en matière de démographie. Si la démographie revient au galop dans le débat public aujourd'hui, ce n'est pas selon vous parce que le solde naturel est négatif? Je pense que c'est les deux. En fait, il y a une réalité des chiffres, voilà, scientifique. Et il y a aussi des peurs ou disons des traumatismes, on va dire, dans l'histoire nationale qui sont liés à ce fait que la France a fait sa transition démographique avant tout le monde. Et donc, on a peut-être oublié aujourd'hui, mais je pense que c'est resté un peu inconsciemment, le fait que la population française a grandi beaucoup moins vite que la population allemande, la population anglaise, la population italienne, même au cours du 19e siècle. C'est un sujet qui a été très vite mobilisé par les hommes politiques pour dire attention en termes de puissance, notre place par rapport aux autres nations européennes, c'est un sujet important. Avant de continuer à parler d'actualité, un retour sur l'histoire, Julien Bisson. Oui, je vous l'avais dit, la France était le premier pays à amorcer une baisse sensible de sa natalité. C'était au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est ce qu'on a appelé le malthusianisme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu pourquoi, justement, la France s'est trouvée être le premier pays à faire cette transition démographique ? Ça reste une grande énigme de la démographie. Il y a deux hypothèses principales. La première, c'est la sécularisation de la société. La France, c'est aussi un des premiers pays où l'Église a perdu un peu son emprise sur les mentalités et où les gens ont commencé à se dire que peut-être les enfants n'étaient pas tous des dons de Dieu et que ça pouvait être finalement une marge de manœuvre ou une décision du couple de limiter la natalité. Et l'autre hypothèse, c'est les changements qui ont été faits au moment de la Révolution sur les droits de succession. À partir du moment où, dans le code napoléonien, on a imposé une égalité stricte entre les héritiers, ça a imposé aux familles, notamment aux familles nobles qui avaient du patrimoine à transmettre, de limiter le nombre de naissances pour éviter la fragmentation de leur patrimoine. Et donc, c'est une autre hypothèse qui a été mise en avant pour expliquer pourquoi la natalité a baissé particulièrement vite en France au moment de la Révolution. Des témoignages de Français glanés par M6 Info à Rennes et on évoque le nouveau congé de naissance qui devrait voir le jour en juillet prochain. Le congé maternité et paternité sont quand même pas très longs, donc pour moi c'est essentiel. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de nouveautés qui s'ajoutent à la naissance d'un enfant. Et d'avoir le temps de prendre ses marques, ça me paraît important. Et les premiers temps, on va dire le premier mois, voire les 2 premiers mois sont très importants pour créer un lien. C'est une facilité aussi pour les parents de moins penser à ça et permettre d'être avec le petit et sans penser aux finances à côté trop. Avant d'entrer dans le détail, Pauline Rossi, une question générale. Est-ce que les politiques publiques en matière de natalité ont un effet? Est-ce qu'on parvient à discerner, dessiner des liens de causalité entre des mesures concrètes mises en place par l'État et un effet significatif sur la natalité des Français? C'est des politiques qui ont été beaucoup étudiées dans tous les pays. En fait, comme tous les pays font face à ces problèmes de dénatalité, il y a tout un tas de politiques qui sont mises en œuvre, qui tournent principalement autour des allocations familiales, on va dire, et puis des crèches ou de la garde des enfants. C'est des politiques qui ont un effet, mais un effet quantitativement faible. Et donc qui ne suffisent pas à faire remonter la natalité, si vous voulez, au-dessus du seuil de 2 enfants par femme, qui est le seuil qu'il faut atteindre pour avoir une population stable. Qu'est-ce qui marche alors en matière de natalité? Est-ce que la natalité est une affaire culturelle? Je mets des guillemets autour de l'expression. Est-ce que c'est un enjeu socio-économique? Encore une fois, comment comprendre que d'un pays à l'autre, simplement séparé d'une frontière, on ne fasse pas autant d'enfants? Il y a effectivement de la variation entre les pays sur le plan de la natalité, mais globalement, il y a les deux grandes causes qui expliquent pourquoi la natalité baisse, c'est la prospérité économique et les libertés individuelles.
Si vous prenez l'état du monde depuis 250 ans et que vous essayez de prédire quel pays va faire sa transition démographique à quel moment, ça se passe toujours à peu près au moment où il y a un décollage économique et où il y a une plus grande libéralisation de la société, notamment sur le plan de l'égalité entre les hommes et les femmes. Là encore, rien ne surprend les démographes. Julien Bisson. Pourquoi est-ce que les politiques natalistes sont notamment mises en œuvre par certains pays illibéraux incarnés par la droite identitaire, comme la Hongrie de Viktor Orban, par exemple? C'est un régime auquel on pense quand on pense aujourd'hui aux politiques natalistes volontaristes. Pourquoi est-ce que ces pays-là en particulier mettent en avant ces politiques natalistes et est-ce qu'elles sont plus efficaces qu'ailleurs? Elles ne sont pas plus efficaces qu'ailleurs. En fait, en Hongrie, c'est comme partout ailleurs. Il y a des grands discours volontaristes, et même des politiques très généreuses sur ne plus taxer les mères de plusieurs enfants, etc. C'est des politiques qui ont assez peu d'effet dans les chiffres. C'est souvent des politiques mises en avant par des régimes nationalistes parce que c'est des régimes qui s'intéressent à la population comme puissance et qui ne veulent pas faire appel à l'immigration pour, par exemple, pallier le manque de main-d'œuvre. Donc, c'est des pays qui vont vouloir dire nous, on fait le pari de la natalité. C'est un choix politique qu'ils font. En pratique, ils n'y arrivent pas beaucoup plus que les autres. Je le disais, à partir de juillet 2026, les parents français pourront profiter d'un nouveau congé de naissance rémunéré de 2 mois, en plus des congés de maternité, de paternité et d'adoption existants. Quels sont les effets multiples d'un congé paternité allongé? Est-ce que là, cette fois-ci, on peut les mesurer? Donc le congé paternité qui a été mis en œuvre il y a quelques années en France, on peut mesurer ses effets et ces effets sont pratiquement nuls, tout simplement parce que personne ne le prend, quoi. Donc la fraction de père qui prend l'ensemble du congé paternité bonne depuis raison, oui. qu'il est possible. Voilà, donc a priori, le nouveau congé de naissance a priori, ne devrait pas changer beaucoup les choses. Après, ce que je tiens à rappeler, c'est que ces politiques, elles ne sont pas là pour faire remonter la natalité. C'est même pas inscrit dans les objectifs de la loi. Elles sont aussi là pour faciliter le partage des tâches entre les hommes et les femmes, lutter contre la pauvreté des enfants, etc. Donc, il y a tout un tas d'objectifs pour ces politiques. Et donc, dire que ça n'a pas d'effet sur la natalité, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise politique, quoi. Et que ça n'a pas d'effet tout court. Julien Bisson. Sur cette question de l'égalité homme-femme, vous écrivez: si les perspectives économiques des femmes ont évolué, les normes de genre et les attentes à l'égard des femmes dans le couple et la famille mettent plus de temps à changer. Est-ce que ces attentes, justement, jouent sur la natalité, sur le désir d'enfant, en tout cas sur la mise en pratique de ce désir? Oui, donc ça, c'est une idée qui est mise en avant pour expliquer pourquoi il y a de la variation au sein des pays riches entre les pays, disons, européens et notamment la France, qui sont plutôt bien placés, en fait, et les pays asiatiques où la natalité, cette fois, est plutôt autour de 1. Donc, on essaye d'expliquer pourquoi 2 plutôt que 1. Et donc, l'argument qui est mis en avant, c'est de dire que dans les pays asiatiques, les opportunités économiques ont changé beaucoup plus rapidement qu'en France, parce que leur développement économique a été beaucoup plus rapide, alors que leurs normes sociales ont mis plus de temps à évoluer, alors qu'en France, les normes sociales ont eu le temps de s'adapter aux changements économiques. Et donc, dans pas mal de pays asiatiques, les femmes ont cette fois la possibilité d'avoir une carrière, de vivre de manière autonome. Et si elles décident de fonder une famille, dans ces cas-là, elles se retrouvent dans un modèle patriarcal assez étouffant. Et donc maintenant qu'elles ont la possibilité de ne plus le faire, elles ne le font plus. Et donc le taux, notamment de femmes qui décident de renoncer à la famille et à la maternité, est beaucoup plus élevé dans les pays asiatiques que dans les pays européens. Parce que le fait d'avoir un enfant pénalise encore aujourd'hui les femmes sur le marché du travail en termes de revenus? Oui. Il y a une child penalty, on appelle ça comme ça dans la littérature économique. On peut la mesurer, en France, c'est de l'ordre de 30%. Donc, c'est à la fois le fait que vous allez vous arrêter de travailler et aussi le fait que souvent les femmes changent de type de travail après la maternité. Elles vont changer de job et elles vont aussi changer d'employeur pour aller plutôt vers des entreprises qui vont privilégier peut-être la conciliation entre la famille et le travail, mais qui ne seront pas des entreprises qui vont payer beaucoup. Et donc, on estime que à la fin de leur vie, elles ont perdu à peu près 30% de leurs revenus. Et dans les pays asiatiques, ce chiffre est encore plus élevé.
L'autre idée très répandue, Pauline Rossi, c'est l'idée selon laquelle la baisse de la natalité serait le fruit du recul des mariages, du mariage en général. Alors est-ce que cette institution ébranlée qu'est le mariage a un effet effectif, mesurable sur le nombre d'enfants? Donc ça, c'est vrai principalement en Asie, en fait, parce qu'en Asie, le mariage des femmes était précoce et universel et donc maintenant le fait qu'une partie non négligeable des femmes décide de ne pas se marier, c'est un peu une révolution dans les pays asiatiques. Dans les pays européens, c'est beaucoup moins le cas. En fait, le fait que les femmes se marient tard ou se marient pas, Heu, c'est une exception européenne. Depuis, le XIVe siècle, en fait, la part des femmes qui se marient pas est de 15 à 20. Donc, on présente souvent ça comme, une nouveauté. Mmh. C'est une nouveauté par rapport à l'époque du baby-boom, mais en fait, l'époque du baby-boom était une exception par rapport à l'histoire, longue, européenne. Je voudrais vous faire entendre d'autres Français, d'autres témoignages glanés cette fois-ci par LCI. Ils posent aux Français qu'ils rencontrent la question suivante, faire des enfants ou non? Peut-être qu'on est plus une génération qui a envie de voyager, de profiter, avant d'avoir une certaine contrainte qui arrive avec un enfant. C'est vrai qu'au début, un peu comme tout le monde, je voulais un foyer, une vie familiale. Et depuis peu, avec le haussement de la vie, enfin la vie qui est un peu plus dure et un peu plus économiquement élevée, je me pose la question si je devrais avoir des enfants ou pas. Financièrement, c'est vrai que c'est un coût, la vie change dès qu'on a des enfants, donc forcément c'est quelque chose qu'on doit réfléchir. L'expression qu'on lit partout en ce moment, Pauline Rossi, dans les magazines, les journaux, sur les sites, c'est la notion de désir d'enfant. Comment est-ce qu'une démographe plongée dans les courbes, les statistiques, les chiffres aborde ce concept, si je puis dire, de désir d'enfant? C'est un concept qui est très difficile à mesurer, je pense que vous vous en doutez. Donc on essaye de poser des questions sur combien d'enfants est-ce que vous aimeriez avoir, et cetera. Mais c'est difficile à mesurer dans le sens où, les gens peuvent répondre 2, mais on ne sait pas si ça veut dire 2 et je vais faire toute ma vie en fonction de cet objectif, Mmh. ou si ça veut dire 2 si, tout va bien, j'ai un partenaire, un emploi stable, un bon appartement. Et donc on voit bien que ce chiffre ne va pas nous donner la force, de la préférence pour atteindre cet objectif-là. Donc le désir d'enfant, c'est vrai que c'est quelque chose finalement d'assez récent, dans le sens où historiquement, ce qui motivait la natalité dans les sociétés, c'était soit le besoin économique d'avoir des enfants pour travailler, s'occuper de nous, soit une espèce d'injonction sociale, qui allait être une injonction religieuse ou disons une injonction aux femmes, que c'était leur façon de se réaliser. Euh, le désir d'enfant, c'est quelque chose de très récent, quoi. C'est maintenant qu'on n'a plus ces besoins économiques ni cette injonction sociale. Le désir d'enfant, c'est ce qui reste, mais c'est quelque chose qui est effectivement pas très stable, quoi. Bon, alors quels effets socio-économiques du déclin démographique, Oui, Julien j'allais vous Bisson? poser la question, Pauline Rossi. Est-ce qu'il y a motif à s'inquiéter de ce déclin démographique? Quelles sont les zones de notre économie dans lesquelles il va avoir un impact direct? Donc il y a des conséquences négatives, effectivement, sur l'économie. Il y a les 2 grandes familles, disons, d'impact, c'est sur les finances publiques et ensuite sur la croissance économique. Sur les finances publiques, c'est ce dont on parle beaucoup, hein, c'est notamment le financement des systèmes de retraite. Ça, je pense que c'est assez clair qu'à partir du moment où le nombre d'inactifs grandit et que le nombre d'actifs diminue, il y a un problème de financement dans des systèmes qui sont financés par répartition. Au-delà des retraites, il y a aussi les dépenses de santé et les dépenses de dépendance auxquelles on commence à faire face maintenant, où la génération des baby-boomers les premières générations atteignent l'âge de 80 ans. Donc on va avoir une grosse cohorte qui arrive à l'âge où il y a des dépenses de dépendance importantes. Le financement de l'autonomie d'une manière générale. Exactement. Donc ça, c'est un des gros sujets. Je pense qu'il est quand même assez couvert dans le débat social. Le sujet qui est un peu moins couvert, c'est sur la croissance économique. De ce point de vue-là, il y a deux grands axes. Le premier impact, c'est sur la quantité de main-d'œuvre disponible. Donc on estime, les dernières estimations, c'est que chaque année, il y a un écart d'à peu près 100 000 entre le nombre de postes qui sont disponibles parce que les gens partent à la retraite ou que le poste est créé, et le nombre de jeunes entrants sur le marché du travail. Donc il nous manque 100 000 personnes dans l'économie française chaque année. Donc ça pose évidemment tout un tas de problèmes aux entreprises et au secteur public qui essayent de recruter. L'autre point, c'est sur l'innovation. Donc ça, c'est un point qui est
très important pour les économistes, qui est peut-être moins important pour les autres. Mais le moteur de la croissance économique, c'est l'innovation. Et l'innovation dépend en partie de la croissance démographique. Donc c'est ça Pour le qui dire en inquiète clair, les économistes. les jeunes innovent plus, inventent plus, ont plus tendance à créer des entreprises que les plus âgés. Exactement. Il y a à la fois cette dimension-là qui est plus sur l'offre d'innovation. Et donc, par exemple, aux États-Unis, on a regardé les créations de start-up. Et ces créations de start-up ont eu tendance à baisser sur les 20 dernières années. Et on estime qu'à peu près 60% de cette baisse est due au vieillissement de la population. En fait, effectivement, les cohortes plus âgées créent moins de start-up. L'autre plan, c'est plutôt du côté de la demande pour l'innovation. Et là, en fait, le mécanisme, c'est de se dire qu'il y a une demande pour l'innovation quand un marché croît. On se dit, okay, si ce marché croît, eh ben, c'est une rente pour l'inventeur qui va pouvoir ensuite servir ce marché. Un marché qui est en déclin, ça a une rente moins attractive et du coup moins d'incitation pour les inventeurs à créer des nouveaux produits. Julien Bisson. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que le solde migratoire permettait de faire en sorte que la population ne diminue pas aujourd'hui. Est-ce que l'immigration peut être une solution de moyen ou de long terme à ce solde négatif d'une part et aux conséquences économiques de ce solde? L'immigration, historiquement, a souvent été utilisée pour compenser les pénuries de main-d'œuvre. C'est souvent pour ça qu'on faisait venir des gens de pays étrangers. Donc, effectivement, si on est juste sur un point de vue purement mathématique, on peut se dire il manque 100 000 personnes, faisons entrer 100 000 personnes et puis ça compensera. Les limites de cet exercice, c'est de se dire qu'en fait, une personne immigrée va vraiment se rajouter à la population active et pas prendre l'emploi de quelqu'un qui est déjà là. Et se dire qu'une personne immigrée va contribuer aux finances publiques plus que ce qu'elle va coûter. Et donc là-dessus, il y a un peu des débats. À moyen terme, c'est aussi une solution qui n'est pas complètement soutenable dans le sens où bientôt, les réservoirs de main-d'œuvre au niveau mondial vont aussi se tarir parce qu'en fait, cette baisse de la natalité, on l'a dit, elle touche tous les continents, elle touche tous les pays. Et donc, il va y avoir une concurrence de plus en plus accrue pour ces migrants. Et à un moment, il n'y en aura pas pour tout le monde, quoi. Vous voulez dire qu'il faut s'habituer à l'idée du déclin démographique? Je pense qu'il faut s'habituer à l'idée de déclin démographique, effectivement. On a le sentiment très souvent, Pauline Rossi, que lorsqu'on mobilise des arguments, des variables démographiques, il y a deux grands types de réactions politiques possibles. Le premier, à travers cet extrait d'un rapport de la Cour des comptes que je cite, même si les solutions ne sont pas populaires, elles semblent inévitable, elle passe par une amélioration du taux d'emploi aux deux extrémités de la vie active. Notamment, le pays ne pourra pas faire l'économie d'un ajustement de notre système de retraite par répartition qui justement repose entièrement sur la démographie. Il y a ce premier type de réaction. Au fond, un problème, une solution. C'est une réponse presque fataliste face au déclin que l'on observe. L'autre solution, c'est celle de l'alternative. Au fond, face à ces problèmes démographiques objectifs, on pourrait aussi se dire bouleversons le système, transformons concrètement, profondément le système tel qu'il existe aujourd'hui et repensons notre modèle économique et social. Moi, je suis plutôt d'accord avec la première réaction. Pour moi, le problème de la deuxième position, c'est en fait de dire que la natalité basse, c'est la conséquence de la prospérité économique et de la liberté individuelle. Et pour moi, la prospérité économique et la liberté individuelle, c'est deux choses sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir. Donc, bouleversons le système pour revenir sur la prospérité économique ou sur les libertés individuelles, ce n'est pas une solution qui m'enchante. Julien Bisson. Est-ce que pour autant, cette baisse de la natalité est forcément catastrophique? Je veux dire par là, est-ce qu'il y a des bienfaits, des aubaines à tirer de cette baisse de la natalité, de ce déclin démographique? Oui, il y a un effet qui est évident, qui est sur l'environnement. En fait, moi, ça me surprend toujours un peu qu'on ne parle pas beaucoup d'environnement dans le débat sur la démographie en France, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique, et dans le cas de l'Afrique, c'était un sujet qui revenait immédiatement, c'était le lien entre population et environnement. Quand la population croît, comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir, loger, soutenir tous ces nouveaux habitants? Effectivement, quand la population décroît, ça décroît aussi les tensions sur les ressources naturelles. Et donc, le fait que la population baisse dans les pays riches où elle consomme beaucoup,
finalement, ça permet aussi d'atteindre peut-être plus facilement des objectifs de réduction totale de CO2 ou des objectifs de zéro artificialisation des sols qui seraient plus durs à obtenir dans le cas d'une population qui croît. Merci beaucoup, Pauline Rossi, de ces explications lumineuses. On conseille très vivement la lecture extrêmement claire également de votre ouvrage intitulé, je le rappelle, Le déclin démographique, une urgence économique, point d'interrogation. C'est aux presses universitaires de France. Et je me tourne vers vous, Julien Misson, si je réussis à me procurer Le 1, l'hebdomadaire Le 1 cette semaine, que pourrais-je y trouver ? Eh bien, on se pose la question. Trump, de pire en pire, à quelques jours de l'anniversaire de son investiture, on se penche sur les raisons, la rationalité de ces interventions extérieures. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus à Question du Soir et un immense merci par ailleurs à celles et ceux qui pensent et imaginent cette émission à mes côtés chaque jour. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken à la réalisation, Les Racines.